Sur le chorus, rajoute un peu d'impro. Et pose les voix autrement. Du genre... Négro, où est mon blé? Là, j'ai l'artillerie lourde, prête à tirer. T'avises pas de déconner. Tu vois le style? Esprit Nas 93-94. Arrête, c'est du rap à tonton ce que tu me fais. Non, frérot, je vois plus un truc genre j'ai le brolic sur moi, OG. Alors essaye pas de me niquer, OG. J'ai le mien aussi, Youngji. 9 mm, 9 bonnes raisons de te passer l'envie de me la mettre, Youngji. Je suis le mec qui te fera palper, m'oblige pas à être celui qui te fera crever. Voilà que ça part en battle maintenant. Je suis le brutaliseur. On m'appelle le glorificateur, ton accélérateur, pas le genre de bâtard à venir pisser dans ton ascenseur, mais parfois le game du rap ressemble à un panier de crabes. Avant, je traînais en Bali, casal sur le nez. Maintenant, je donne plutôt dans la tease, les calibres et l'ego. Fais-moi la démo. Donne tout ce que t'as. Faut que je nourrisse la street. Ma queen et un nouveau-né. Et je veux pas repartir de zéro et tout recommencer, capté? Alors gère ton business et reste droit. Fais le bon choix. Putain, vas-y, il se prend pour un rappeur. Je suis pas un rappeur. Je suis pourvoyeur de chance. De chance? T'es un peu en retard, gros. Moi, je t'ai donné une chance de me donner une chance, et toi, tu m'attèges. Non, moi, c'est good, bro. C'est tranquille, je lâche l'affaire. Je sais très bien ce que c'est de risquer tout ce que tu as pour ce que tu veux. Je sais très bien ce que c'est d'avoir rien et d'avoir trop d'envie. J'ai vu ta chérie. Qu'est-ce que tu me dis? Je suis passé chez toi. Et ça me touche que t'aies appelé ton fils comme moi. Putain de merde. Cette pétasse, elle est pas foutue de fermer sa bouche. Pourquoi c'est forcément une pétasse? Fais chier. Pourquoi c'est forcément une pétasse? Fais chier. Pourquoi c'est forcément une pétasse? Casse les couilles, putain. Je suis comme tout le monde. Moi aussi, j'ai fait des grosses erreurs. Et si je suis là, c'est pour t'aider. Tu veux m'aider? Putain, te fous pas de ma gueule. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules of bubble mice. Yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 18, épisode 2. Cette semaine, émission parentalité, violence et rester droit. Il est toute ma vie, le fruit d'un amour désuni. Il ne me reste que lui. Et toi, mon Dieu, si tu m'entends, fais quelque chose pour mon enfant. Ce n'est encore qu'un innocent. Enfin, bref, il est 19h et comme disait Peter, c'est l'heure. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est le mieux que les autres. Et donc, vous l'aurez peut-être compris via cette citation d'une chanson de Jean-Loup Lamberty, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert ce week-end sur Bidé Musique. Donc il sera question ce soir d'enfants, car nous allons parler du nouveau film de Zach Cregger, Évanoui aka Weapons. Ensuite nous parlerons du nouveau film de Spike Lee, Highest to Lowest, sorti directement sur plateforme sur Apple TV. Et ensuite nous parlerons de la biographie sortie au début de l'été au Forges de Vulcain, donc consacrée à Paul Verhoeven, écrit par Rob Van Shears. Et pour parler de ce joyeux programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest à ma gauche, toujours à ma gauche, dans son plus beau t-shirt des Smashing Pumpkins, c'est improbable, il y a carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à toutes et à tous. Les Smashing Pumpkins, bah oui. enfin, Billy Corgan. Eh bah oui. Et donc tu es la force en présence, parce que le Dr Erwan n'est pas des nôtres ce soir, parti présenter je ne sais plus quel film, je ne sais plus où, mais bref, toujours sur les routes de Bretagne. C'est probablement celui d'entre nous qui connaît le mieux le maillage des territoires. Il donne pas cours là? Ah, peut-être qu'il donne cours, je sais plus, ce garçon travaille trop. Ouais, on est perdu. Exactement. Trop de casquettes. Trop de casquettes, exactement. Mais en tout cas, à la mise en son de cette émission, il y a Margot. Bonsoir Margot, qui vous coucoute. Voilà, c'est les forces en présence. Avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde, de la merde. Ah, oh, ça oui, c'est du bon travail. Donc les agendas, avant de passer aux agendas locaux, les Rest in Peace de la semaine, donc puisqu'il y en a deux, nous avons appris ce week-end le décès de Jean-Pierre Berthomé, donc chercheur et universitaire français, qui a beaucoup compté pour plusieurs membres de cette émission, notamment parce qu'il a quand même créé le département art du spectacle, donc à Rennes 2 il y a 30 ans, on fête les 30 ans cette année.
Et donc, plusieurs d'entre nous sont passés entre ses pattes et en tout cas été extrêmement importants en termes de recherche, grand spécialiste du décor au cinéma et notamment aussi de Orson Welles, à qui il a consacré plusieurs monographies et plusieurs ouvrages d'importance. Il avait d'ailleurs œuvré pour la prochaine exposition Welles qui s'ouvre à la Cinémathèque française très prochainement, et décès un peu soudain, on doit bien le dire, qui a pris un peu tout le monde de par surprise, mais en tout cas quelqu'un qui a beaucoup fait pour quand même la recherche en France et qui aura beaucoup marqué en tout cas tous ceux qui l'ont fréquenté et qui ont eu affaire à son enseignement. Je ne sais pas, Thibaut, si tu l'as Moi, j'ai lu pas ses bouquins. côtoyé. Oui. Ces bouquins, notamment, il avait écrit. Je sais même plus qu'est-ce que j'ai lu sur ces bouquins sur le cinéma hollywoodien aussi. Oui, voilà, c'est un grand spécialiste du cinéma américain. Donc, notamment, rest in peace à Jean-Pierre Berthomé. Et sinon, deuxième rest in peace, on l'a appris aujourd'hui, donc c'est le décès de Robert Redford à l'âge vénérable de 89 ans. Donc, l'ancienne idole de toutes les jeunes filles des années 60 et des années 70, qui après opéra un virage beaucoup plus activiste, militant et politique dans les années 70 par le biais de ses films, mais aussi dans son engagement citoyen, on va dire, qui ne s'est jamais démenti jusqu'à ces dernières années. Voilà, figure majeure aussi. Une légende, voilà, vraiment. Pré-Nouvelle Hollywood et Nouvelle Hollywood, donc entre les films de George Hill, de Sidney Pollack. Une palanquée de chefs-d'œuvre. Voilà, quand même. Oui, on peut à peu près tout voir, notamment c'est une collaboration avec Sidney Pollack ultra féconde, qui sonde avec quasi exhaustivité toute l'Amérique de des décennies 60-70. Voilà, c'est c'est vraiment un des il nous reste plus grand monde comme légende, comme acteur actrice légendaire. Voilà, ils s'éteignent petit à petit. Il reste Gene Hackman il y a quelques mois. Il reste Jack Nicholson, Jane Fonda, Faye Dunaway. Clint, mais c'est un autre style. Clint, c'est un autre style, mais 95 ans, Clint. Voilà. Bon bref, il bat tout le monde. C'est une perte majeure de l'histoire du cinéma, on va pas se mentir. Exactement. Sinon, les agendas locaux, pour commencer demain au Ciné-Tambour. Donc, la fac ne sera pas fermée, donc profitez-en. Avec 2 films à 18h15, To Be or Not To Be de Ernst Lubitsch, et à 20h45, My Own Private Idaho de Gus Van Sant, que je n'ai jamais vu. Ce film avec River Phoenix et Ken Reeves. Oui, c'est un très beau film. Voilà, donc film début des années 90. Le Lubitsch est pas mal non plus. Oui, quand même, on peut le dire. C'est quand même. Ouais. Soit dit en passant. Exactement. Sinon, ce jeudi, rencontre exceptionnelle avec un auteur qui ne l'est pas moins, avec à 18h à la librairie Le Fayère, suivi d'une projection au cinéma Arvor à 20h15. Donc ce sera notre ami Melvin Z qui viendra présenter son ouvrage Mad Max 2, Les Guerriers de la Route, suivi donc d'une projection de Mad Max 2 au cinéma Arvor. Mais nous aurons le plaisir et la joie de recevoir Melvin ici la semaine prochaine pour deviser de tout ça. Mais en tout cas, si vous voulez le voir en chair et en casquette, c'est à 18h. Donc... et en pantalon de chantier. Exactement. Non, c'est pourtant de pompier plutôt. Pompier, pardon. Pompier. Donc voilà, il sera à 18h à la librairie Le Fayère pour signer son monumental ouvrage. Énorme bouquin de 2,68 kg, une belle petite pintade de littérature. Le travail est absolument colossal. Ouais. C'est encore plus impressionnant que le tome 1, que le volume consacré à Mad Max. Encore le premier épisode de la saga. Suite, quoi, tu vois. C'est bigger, louder, stronger. Ouais, c'est hallucinant. Bravo Melvin. Voilà, mais nous en reparlerons la semaine prochaine en long, en large et en travers. Sinon, vendredi 19, dans le cadre du festival Play It Again, donc il y a quelques films qui sont repris au TNB à l'Arvor, mais notamment, ce qui nous intéresse plus, vendredi au cinéma Arvor, c'est Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone, qui repasse. Pas mon préféré, mais c'est quand même pas mal. Tout petit film. Voilà, quand même. Puis à voir en salle, j'ai vu 2 fois en salle, ça fait toujours son effet. Et toujours dans le cadre donc, de Play It Again, c'est le dimanche après-midi, rembobiné La Ruée vers l'or de Charlie Chaplin. Pas mal aussi. Pas mal. J'avoue. Au niveau des sorties nationales, eh bien, 2 films en VOD qui pourraient nous intéresser. Le premier, c'est Americana, réalisé par le scénariste notamment Tony Tost avec Sidney Sweeney, film tourné il y a 2 ans déjà et qui sort maintenant donc directement en VOD. Je pense qu'on en reparlera parce qu'en tout cas, ça m'intrigue. Rien que le titre est beau. Americana. Et sinon, il y a une comédie absurde, noire et très chelou qui s'appelle Friendship avec Tim Robinson et Paul Rudd. C'est
hyper chouette, mais c'est bien chelou. Tim Robinson, qu'on connaît notamment pour son excellente série I Think You Should Live with Tim Robinson, qui fait une série à sketch des plus gênants et absurdes les unes que les autres. Donc c'est absolument formidable. Et Paul Rudd, on aime Paul Rudd. Voilà, en plus Paul Rudd avec une moustache. Ah, en plus, super. Voilà, mec sympa quoi. Voilà. On espère qu'il aura un t-shirt des Pixies. Sinon, niveau sortie salle, il y a le nouveau film de Yann Gozlan, Dalloway, avec Cécile de France et la voix de Mylène Farmer, donc sur les IA qui partent en couille. Pourquoi pas, intriguant. Son précédent était tout pété, mais ça m'intrigue un peu. Ouais, mais Yann Gozlan... Boîte noire, c'était plutôt pas mal. Oui, voilà. Je pense que dans le cinéma de genre, ça reste quand même un... Quelqu'un qui tente. C'est quelqu'un qui tente, et je pense que c'est quelqu'un on se souviendra de lui dans le. Je pense que c'est quelqu'un qui peut devenir non pas important, mais on peut se souvenir de ses films. Voilà. Exactement. On peut se souvenir de sa filmographie. Oui. Pas un manchot du tout. Non, un très honnête artisan. Exactement. Sinon, demain, il y a La Tour de Glace, le nouveau long métrage de Lucie Halilovic avec Marion Cotillard, qu'elle retrouve après Innocence en 2003. Donc voilà, toujours son univers un peu cheul. Curieux de voir ça aussi, Lucie Halilovic. J'en profite pour signaler que Innocence est dispo sur la plateforme de Arte, exactement, il me semble. Oui, exactement. Là, si vous voulez vous plonger dans son univers avant la sortie du film. Autrement, Lucas Belvaux nous ressort un film basé sur un de ses propres romans, apparemment, qui s'appelle Les Tourmentés, avec Neil Schneider et Ramzi Bedia. Il essaye de nous refaire Les Chasses du comte Zaroff. Pourquoi pas, intrigué. Il y a L'homme qui a vu l'ours qui a vu l'homme, réalisé par Pierre Richard, et avec Pierre Richard qui sort. Pierre Richard qui a quand même l'âge vénérable de 92 ans et qui a l'air plutôt en bonne forme, quand même. Donc pourquoi pas, toujours sympathique à son Pierre Richard. Oui. Beaucoup d'affection pour lui. Il y a de Nadav Lapid qui sort en salle, donc le réalisateur israélien anti-Benjamin Netanyahou, ce qui lui cause quelques petits problèmes dans son pays, et donc film qui aborde frontalement l'après 7 octobre, on va dire, avec une déambulation dans l'Israël contemporaine. Autant dire que ça promet d'être bigarré et chamarré. Il y a sinon 2 documentaires, Wu-Tang Experience, donc consacré à l'immense groupe de hop-hop, le Wu-Tang Clan. J'espère qu'on pourra le voir et reparler ici du Wu-Tang Clan dans cette émission. Ce groupe monstrueux et majeur est toujours absolument formidable, avec que des gens trop cool dedans, c'est indécent. Dans un tout autre genre, et pas du tout de la musique, il y a Christian Clavier, La Vis Comica. Donc, visiblement, un documentaire plus ou moins. Pour toi. Ouais, alors, malheureusement, j'ai déjà demandé, mais le cinéma Arvor ne le passera pas. Hein, voilà. L'omerta, la censure, on n'aime pas dans ce cinéma. Voilà, Christian Clavier est un acteur qui dérange, je pense, et qui dit. Je pensais pourtant que le nouveau directeur de la programmation était une personne ouverte. Mais a priori. Non, pas du tout. Pas sur la comédie. Non. Écoutez, malgré 15 ans de lobbying pour qu'il passe un film de Jean-Marie Poiret, ça c'est non. Mais en tout cas, j'ai quand même hâte de voir ça, un peu de voir Christian et tous ses fans qui disent à quel point il est super, et parler de sa vision de la comédie. Pourquoi pas. Et sinon, ressorti en salle, mais je ne sais pas encore à Rennes, de la trilogie de Greg Araki, Nowhere, Doom Generation et... Totally Fucked Up. Exactement, c'est ça. Super. Dans des belles copies restaurées. Espérons qu'on pourra voir ça à Rennes. Ça nous rappellera notre jeunesse. À l'époque, on faisait n'importe quoi. Voilà. Du punk rock, on faisait du skateboard. Et le grand timonier était rédacteur en chef de l'émission. Exactement, c'est ça, exactement. Tout ça ne nous rajeunit pas. Donc nous allons passer à la section critique de cette émission, nous diriger dans l'Amérique profonde où il se passe des trucs hyper chelous et où il faut faire attention aux ténèbres. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était George Harrison avec Beware of Darkness, que l'on peut entendre notamment donc dans Évanoui, a.k.a. Weapons, nouveau long-métrage, deuxième long-métrage réalisé par Zach Cregger, qu'on connaît, qu'elle a réalisé il y a 2 ou 3 ans, Barbarian, donc, dont on avait parlé dans cette émission. Et qu'on avait beaucoup aimé. Voilà, qui était quand même prometteur pour la suite de sa carrière, et on pouvait légitimement avoir peur, car on se dit, nouveau petit génie du cinéma d'horreur qui débarque, célébré directement comme un futur, comme le nouveau John Carpenter, le nouveau Wes Craven, comme à chaque fois qu'il y a un mec qui fait un bon film d'horreur qui déboule. Et donc légitimement on pouvait se dire, le deuxième va être tout pété, et puis en fait le machin va s'effondrer.
Et non, car quand même il a eu un certain pont en or de la part des studios, puisque donc c'est un scénario original, un spec script comme on appelle, qu'il a écrit, qui a été acheté, ce qui te fait de plus en plus rare à Hollywood. Ouais, New Line qui a acheté. Ouais. Et il est quand même doté d'un budget de 32 millions de patates, dont 38 je crois, dont 10 pour le metteur en scène en tant que pour le metteur en scène en tant que justement que metteur en scène, que scénariste et que producteur. Avec le Final Cut. Avec le Final Cut, autant dire que ça arrive de moins en moins c'est clair. à Hollywood, c'est assez rare. Après peut-être justement, je pense une des choses qui pâtit, c'est pas forcément le Final Cut, mais un certain manque de rigueur dans la production, c'est-à-dire avoir un véritable producteur qui l'accompagne, parce que j'ai quelques réserves sur le film quand même, mais comme dans Barbarian, je trouve que ce qui est intéressant avec Zach Cregger, c'est que c'est un metteur en scène qui est plein d'ambition, qui a vraiment une volonté de très bien faire, de pas forcément de faire œuvre, mais en tout cas de travailler véritablement le cinéma qu'il a envie de faire, mais sans arrogance et sans prétention déplacée. C'est-à-dire qu'il est ambitieux, mais il reste humble, ce qui était déjà le cas, je trouve, dans Barbarian, mais ce qui se voit encore plus dans Weapons, alors que pourtant, il veut déployer un univers et une histoire qui est beaucoup plus ample, évidemment, parce que son budget le lui permet, il y a plus de personnages, il y a une situation qui est un peu plus complexe, qui est plus étendue, en termes de narration aussi, c'est un peu plus disloqué. Et donc ça nous parle d'un petit bled du fin fond de l'Amérique, dans lequel un soir, tous les enfants d'une classe, à 2h17 du matin, en fait, quittent leur maison et courent vers on ne sait quoi et disparaissent totalement. Et donc, à partir de ce postulat, de cette première scène, en fait, on va suivre différents personnages, 5 ou 6, je ne sais plus, 5 je crois. La maîtresse d'école, un père de famille joué par Josh Brolin, le personnage du proviseur, un flic et un junkie, et un enfant. Donc 6 personnages. Et donc tout ça va être mené de façon pas forcément chronologique, mais ça va faire des genres d'aller-retour avec chaque personnage qu'on va suivre les uns donc à la suite des autres pour essayer de comprendre cette intrigue un peu complexe et comment en fait est-ce que ces événements influent sur cette petite ville avec ces différents personnages qui représentent finalement différentes strates de l'école et d'une certaine manière de la société, entre les forces de l'ordre, le désaccès, un enfant, l'autorité à l'école et un père de famille donc esseulé et traumatisé par la disparition de son enfant comme tous les autres parents évidemment donc de ce petit bled-là. Et donc de cette intrigue sur un canevas pas forcément classique, mais en tout cas assez commune, on va dire, dans le film d'horreur, d'un événement surnaturel et qui arrive très vite dans le film, ce qui est appréciable, c'est-à-dire que la mise en situation est directe, on commence tout de suite par la disparition, et après ça va être les conséquences 2 mois après, voire encore plus longtemps après, pour savoir, essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et comment cet événement impacte durablement donc la vie de la cité, on va dire, par le prisme de cette galerie de personnages. Thibaut. Oui, c'est vrai qu'on avait beaucoup aimé Barbarian, qui était vraiment un petit film, mais qui arrivait à déployer vraiment un sens de l'horreur, enfin un sens du genre, parce que il y a des mécanismes horrifiques, mais il y a également des mécanismes fantastiques, il y a des mécanismes mythologiques qui apparaissaient dans Barbarian, des mécanismes géographiques et également qui apparaissaient, voire architecturaux, qui apparaissaient dans Barbarian. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il reprend un petit peu ces mécanismes, mais il les dilate pour en faire un film, comme tu le disais, d'une superbe ambition. Parce que c'est vrai que Barbarian, même si c'était petit film, restait quand même un film ambitieux. Je pense c'est Zach Cregger, je pense un réalisateur qui a confiance en son écriture et en son talent de cinéaste, et je pense qu'il a un petit peu raison. On voyait dans Barbarian en fait qu'il voulait quand même faire montre qu'il savait faire des films, des mécaniques d'horreur, des mécaniques gore. Alors c'est sûr que forcément tu vas penser aux grands faiseurs du cinéma de genre américain, voilà, Wes Craven, John Carpenter, pour ne pas les citer, mais ce sont vraiment les deux figures tutélaires qui sont convoquées, en plus ici, il me semble, dans Weapons. Alors je préfère utiliser le terme anglais parce que évanoui, Weapons est un titre qui fait sens, évanoui est un titre un petit peu flemmard, oui. Je trouve. Et en fait, il va reprendre tous ces mécanismes-là, il va les dilater
pour accentuer une ambition qui était déjà là dans Barbarian, mais il va l'accentuer, mais comme tu le disais, tout en restant humble. C'est-à-dire que si on peut... Une autre figure du cinéma d'horreur contemporain américain, peut-être Jordan Peele ou Ari Aster. Ou Ari Aster. On va laisser de côté Ari Aster, qui est un cinéaste qui m'intéresse peu, et qui, voire pas du tout. C'est vrai qu'il est un peu différent parce que Jordan Peele aussi, il s'intéresse plus à des microcosmes, mais on va dire à un côté un peu plus centralisé que mais Ari le Aster. truc, c'est que je trouve que Jordan Peele avait fait donc Get Out et Us, que j'avais trouvé très beau, façon de parler, de très bons films, et Us, j'avais trouvé le film très très beau, et je trouve qu'avec Nope, il s'était un petit peu cassé la gueule dans sa propre ambition. Peut-être faudrait-il que je revoie le film, mais disons à la première vision, j'avais trouvé que l'ambition que la marche était un petit peu trop haute. Et je trouve qu'ici, alors certes c'est que son deuxième long métrage, mais je trouve qu'ici il a monté une marche, mais il a pas sauté la marche. Donc je trouve que c'est très très appréciable. C'est d'autant plus appréciable que c'est un cinéaste. Alors il prend soin de lui-même parce qu'il sait qu'il a du talent, mais il prend soin et du spectateur, je trouve, et il prend soin de ses personnages. Pourquoi il prend soin du spectateur ? L'intro nous le dit direct. Enfin, l'ouverture est absolument magnifique, très belle musique, très belle photo, une voix off qui nous accompagne. On ne sait pas qui c'est. C'est une narratrice, mais on ne sait pas qui c'est. Une voix de petite fille. Une voix de jeune fille, mais finalement de jeune fille, il n'en apparaît pas dans le film, non. Parce que les deux enfants principaux, on va dire, sont Alex et Matthew. Mais il n'y a pas de petite fille. Donc, qui est-elle ? Et ce mystère, ces enfants qui disparaissent, voilà, il y a un mystère. La photo est absolument magnifique, et ce décor de la banlieue WASP américaine, on y reviendra, je trouve sied parfaitement à ce mystère, parce que voilà, on y reviendra, mais il y a un vrai propos sociologique dans le film. Il y a un vrai dispositif sociologique sur c'est quoi, on parlait d'Americana dans les prévisionnements, et en fait c'est quoi l'Americana blanche dans la banlieue blanche américaine. Donc c'est plein de mystères, et je trouve que ça fait du bien, parce qu'il se la pète pas, et en même temps il nous invite à aller explorer cette communauté blanche. Ouais, et puis en fait, c'est marrant parce que ça fonctionne plus en fait que sur des mécanismes de pur film noir, parce que le film n'est pas si terrifiant que ça, mais plus sur des ressorts de films d'épouvante, justement. Voilà, il est angoissant. Il est angoissant. De toute façon, le mécanisme du film d'horreur, si je reprends la définition d'Éric Dufour, c'est une situation qui est bloquée. Enfin, un film part d'une situation A pour aller à un point, part d'un point B pour aller à un point, part d'un point A pour aller à un point B. Et en fait, si on prend la définition d'Éric Dufour, une définition que j'aime beaucoup, un film d'horreur, c'est un point A pour aller à un point A. En gros, c'est Massacre à la tronçonneuse. Voilà, c'est définition même au début, il y a Leatherface, à la fin, il y a Leatherface, et tout le monde est traumatisé en plein milieu. En fait, c'est un film qui se mord la queue, c'est un film qui n'avance pas, alors que le cinéma américain, le film américain est un film qui avance, vraiment. John Ford. Des ciné-manifestes. Pour ne pas le citer. Ici, il y a quand même une avancée, parce qu'il y a une résolution de l'énigme, qu'on va éviter de divulgacher bien évidemment, mais il y a quand même une résolution de l'énigme, mais il y a des figures horrifiques qui apparaissent ici, et il y a notamment quelque chose qui est ultra impressionnant. Des personnages qui sont hantés, qui sont presque infestés, il y a de la magie noire, il y a de... C'est pour ça qu'on parlait de Craven et de Carpenter. On peut même citer bien entendu George Romero, que j'ai oublié, mais il y a cette nouvelle... il y a la figure du zombie, ou de l'infecté, si on prend la variation d'Hannibalienne. Ouais. Du début des années 2000, on va dire. Mais il y a une nouvelle variation, en fait, donc ça, qui est très appréciable, variation enfantine. Il me semble qu'il n'y a que George Romero qui a fait ça. Nicolas Roeg un peu, mais c'est... Oui, voilà. Toi, c'est très parcellaire. Voilà, parce que l'enfant maudit, ce serait soit l'antéchrist comme Damien, soit faire juste un pur zombie. Mais là, il y a des zombies, et ils sont 17. Enfin, je veux dire, c'est une armée de zombies, quand même, potentiellement. Et puis, il y a le côté Carpenter, bien entendu, c'est la maison de banlieue blanche américaine, avec le scope et le zoom. Bon,
Ça, c'est un peu tarte à la crème de dire ça, mais Big John, en fait, il a tellement marqué de son empreinte la réalisation horrifique qu'en fait, tout le monde passe par là. Mais parce que ça fonctionne. Est-ce que j'aime bien aussi ce qu'il fait là-dedans, justement, dans le fait de faire un genre de maelstrom de références et de différents genres de cinéma à mystère ou cinéma d'horreur, c'est les ruptures de ton qui vont avec. Ah ouais, C'est-à-dire que, notamment, plus le film avance, plus on bascule soit dans le grand guignol, parce qu'il y a quand même des effets gore, des arrachages de joues et compagnie qui sont bien dégueulasses. Très Romero-rienne. Très romérienne, mais en même temps qui sont bourrés d'humour. À la fin, c'est presque Bibi le coyote. Il y a un personnage notamment qui arrête pas de se prendre des coups de tarte dans la gueule et qui revient constamment. Josh Brolin, il en a ras-le-bol. Enfin, c'est vraiment des effets comiques qui fonctionnent hyper bien parce que justement l'horreur a été correctement installée avant. Et puis pour terminer, il y a la figure cravenienne en fait du bas-fond. Enfin, moi le film m'a fait penser. Il y a des caves, il y a des portes qui donnent sur des caves. Alors il avait déjà fait dans Barbarian, mais ici il le dilate. Quoique dans Barbarian, le côté cave était ultra dilaté, mais ici et plus oppressant, je trouve. Peut-être, oui. Parce qu'ici, on se balade moins en fait dans la cave, mais elle reste quand même présente. Donc bien entendu, le sous-sol de la peur de Wes Craven. Et puis il y a la figure du vaudou. Alors pareil, la figure du vaudou, Craven. C'est l'origine des zombies aussi. Et Craven l'a également l'a convoqué dans. J'ai un trou de mémoire. Oui. oui, je vois exactement de quoi tu parles. Dans. Je sais plus. Mais sinon, il y a Turner qui a fait Vaudou. Oui, voilà. Voilà. Mais donc voilà, il arrive un petit peu à mixer ses influences. On les voit très clairement, mais comme il est suffisamment humble et comme le film prend soin, avec autant de mystère, prend soin du spectateur, tu dis que finalement ça passe. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et ce qui fait que le film est beau et un peu flippant. Parce qu'il y a des vrais effets, mais il est en même temps très très beau. Mais qui ne fonctionne pas sur du jumpscare ou des trucs un peu faciles ou lourds. C'est-à-dire que c'est pas un truc Blumhouse, c'est pas les Conjuring, c'est pas. Je reviendrai un petit peu sur le jumpscare. Et en même temps, il prend soin de ses personnages parce que tous les personnages sont en proie au doute. Même le petit enfant Alex, qu'on pourrait croire pourtant comme un personnage qui aurait pu être sous-écrit parce que le film commence par les adultes, mais en fait pas du tout. Ils sont tous en proie au doute. On comprend petit à petit, si je reste un petit peu sur Alex, sur le cheminement, et son segment est absolument magnifique. Qui est le dernier du film. Oui, en termes de sondage de son humanité. C'est-à-dire que tous les persos sont terriblement humain et vraiment parce que c'est intéressant aussi, parce que les différents personnages sont pas des blocs, notamment le personnage de la prof qu'on découvre au début. On peut se dire elle va être genre essayer de défendre son truc, mais on apprend assez vite qu'elle est pas blanche, qu'elle a genre parfois une empathie qui est un peu mal placée, qui peut être mal interprétée et qui est mal interprétée par les différents parents, par le proviseur de l'école. Donc il y a plusieurs trucs comme ça qui se mettent en place. On se rend compte qu'évidemment c'est pas noir ou blanc, c'est plus des zones grises. C'est que des zones grises. Et jusqu'à il y a le seul qui n'a pas vraiment de zone grise, qui est un personnage mystérieux. C'est la tante. On va dire l'antagoniste, voilà. C'est la tante. Mais pour terminer sur l'humanité, ce qui est intéressant, c'est que en fait, ces humains, tous ces personnages sont terriblement humains parce qu'ils sont tous perdus. Ils sont tous perdus et ils sont tous seuls dans leur souffrance. Vraiment, littéralement. Ils s'enferment dans leur souffrance. Oui, ils s'enferment dans leur souffrance. Comme le perso de Brolin qui parle pas, qui communique mal avec sa femme. Du coup. Gestion du cadre, impeccable. Des lignes impeccables. Gestion du flou, impeccable. Gestion de la profondeur de champ, impeccable. Et il se permet aussi des fois de le suivre dans une espèce de dispositif, on va dire Vansantien ou éléphantien. Avec un perso de Kraken notamment. Mais aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, si tout le monde se souvient, mais le dispositif que Gus Van Sant avait vraiment banalisé, notamment avec Elephant, voilà, où on le suit. En reprenant... pas Larry Clark... un anglais, Alan Clark. En reprenant Alan Clark, mais c'est vraiment Gus Van Sant qui l'a américanisé, qui l'a humanisé, parce que le dispositif d'Alan Clark était vraiment ultra radical, voire complètement punk. Ici, on était plus dans une recherche d'humanité. Je pense qu'il y a un travail sur le jeu vidéo, sur la mise en scène du jeu vidéo aussi qu'on peut inclure, enfin une réflexion qu'on peut inclure. Mais je trouve que ça correspond... Ça propose vraiment une très très belle humanité, ce qui fait que le film c'est un film d'équilibriste, vraiment.
c'est que on prend soin du spectateur et en même temps on prend soin du Mais que personnage. je trouve parfois un peu mal équilibré dans ces différentes parties, parce que ça fait quand même 2h08 2h08, bien ouais. tapé. Il y a un ou deux segments, je pense notamment celui avec le flic, que je trouve un peu plus maladroit. C'est vrai. Un peu plus maladroit, qui aurait peut-être mérité d'être synthétisé avec un autre arc de personnage, Ouais. on va dire. Puis alors, il y a la gestion, pour revenir sur ma question d'équilibre, on en parlait, la gestion des effets gore, plus la gestion de l'humour et la gestion des effets, on va dire, pas horrifiques, mais des effets de flip, parce que la flip peut être aussi fantastique, tout ça, mais les effets de flip, il y a quelques jumpscares en effet, notamment les scènes de cauchemar qui sont, on va pas se mentir, rabattues et archi rabattues. Bon, ça c'est Déjà vu. ça c'est vraiment déjà vu, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment les cliffhangers de certains segments. Je pense notamment au segment de Justine, donc le premier segment, avec une dernière séquence de hors-champ, je l'appellerai la séquence de la voiture et du ciseau, ultra flippante. Gestion du hors-champ complètement dingue, et puis il n'y a rien de plus flippant qu'une personne qui s'installe à l'arrière d'une voiture pendant que l'autre ne le sait pas. Donc voilà, c'est vraiment un très très beau travail, peut-être pas un travail d'orfèvre, mais quelque chose de... Parce qu'on c'est pas non plus un grand chef-d'œuvre, mais c'est un film franchement qui confirme une filmographie, et je pense qu'on peut le mettre, j'ai cité Jordan Peele tout à l'heure, Des gens à suivre en tout cas. des gens à suivre, bien entendu Jordan Peele. On parlait des frères Philippou la semaine dernière, il y a un Exactement. peu une même logique. Il y a, Les gens qui promettent. je pense qu'il y a une influence aussi de The Leftovers, la magnifique série De Damon Lindelof. de Damon Lindelof. Et puis on peut aussi convoquer Don't Breath de Fede Alvarez ou It Follows de David David Robert Mitchell. David Robert Mitchell. Ouais. Voilà, sur la dissection en fait d'une Amérique qui est paranoïaque, qui est hypocrite, qui a peur, qui se délite en fait au fur et à mesure que ses peurs et ses angoisses et son espèce d'esprit totalement fucké sortent de la cave et arrivent au goût du jour. Et vu l'Amérique comment c'est parti, ça va pas s'arranger. Voilà, mais du coup c'est un film qui fait sens politiquement, c'est un film qui fait sens cinématographiquement. Ça capte le zeitgeist. Exactement, et c'est pour ça que c'est... Est-ce que c'est un grand film sur l'Amérique de Trump ? Je ne sais pas. Trop tôt pour le dire. Trop tôt pour le dire, mais en tout cas c'est un des grands films de l'année. Donc Evan Wick et Weapons de Zach Cregger encore dans les salles. On va passer à toute autre chose, on va passer sur une plateforme et retrouver ce vieux Zazou de Spike. Ah ouais, c'est pas pareil, ouais. Ah non. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Ayana Lee qui opérait une reprise donc, du tube de Adriano Celentano, Prison Colline Americano Joint, dans cette version que l'on peut donc entendre dans le générique de Highest to Lowest, nouveau film de Spike Lee qui, comme son précédent, débarque sur Apple TV et qui donc est à la fois basé sur le roman King's Ransom de Ed McBain et surtout sur le film de Akira Kurosawa, le chef-d'œuvre Entre le ciel et l'enfer. Donc Ed McBain, auteur quand même monumental qui a écrit un sacré palanquet de livres, et donc le fait qu'il choisisse ce livre-là, parce que le film est adapté du bouquin de McBain et du film de Kurosawa, c'est clairement une volonté de notre ami Spike de se frotter à la figure majeure de ce cinéaste monumental qui est Akira Kurosawa, pour en fait essayer à la fois donc de se confronter au génie japonais et de faire un genre d'autoportrait à l'instant T, et de un peu l'image qu'il renvoie aujourd'hui Spike Lee dans le cinéma contemporain, puisque donc c'est toujours quand même une genre d'icône, une idole du cinéma américain, du cinéma afro-américain aussi, qui était extrêmement important à la fin des années 80 et au début des années 90, là où il a probablement réalisé ses plus grands chefs-d'œuvre, Egot Game, Summer of Sam, jusqu'à Malcolm X, voilà, Do the Right Thing, Jungle Fever. Il y a quand même 2-3 trucs. Jusqu'au début des années 2000, en 2002, où il sort ce qui est son dernier grand film, son dernier chef-d'œuvre, je trouve, qui est La 25e heure, avec Edward Norton. Et après, ça a été plus ou moins en dents de scie, en tout cas, le reste de sa carrière. Mais Spike Lee reste une icône, quelqu'un qui a quand même un ego
il s'aime beaucoup, quoi. Spike Lee, et il est très conscient de l'importance qu'il a eu pour la représentation contemporaine des Afro-Américains, donc au cinéma et en termes militants, on va dire. Et il se voit comme ici, comme le personnage de Denzel Washington, qui Denzel Washingtonise à fond la caisse en jouant avec sa lèvre inférieure et ses sourcils dans tous les sens. Donc Denzel joue un magnat de la musique, l'oreille d'or du show business, le faiseur de talent, qui un jour voit son fils se faire kidnapper, et donc il décide de payer la rançon de 17 millions de patates. Mais en fait non, c'est pas son fils qui a été enlevé, c'est le fils de son chauffeur. Et là tout d'un coup, comme le dit le pitch, un dilemme moral va se créer. Dilemme moral, mes couilles, parce que le personnage donc de Denzel, qui vit dans sa tour d'ivoire et d'acier, est quand même globalement pendant tout le film un énorme connard, très content de lui-même, très sûr de lui, et qui surtout ne négocie pas avec les terroristes. Et donc si c'est un peu la vision qu'a Spike de lui-même, comme le faiseur de roi, qui serait inflexible, droit dans ses bottes, et surtout un sacré trou du cul, et ben c'est quand même bien terrible, mais en même temps c'est assez honnête sur ce qu'il est aujourd'hui, quelqu'un finalement d'assez perdu et plus du tout en contact ou par épiphénomène avec ce qui se passe finalement dans son pays, même s'il tente toujours de se raccrocher à sa bonne vieille ville de New York. Même pas. J'ai dit il tente, en essayant de montrer ses différentes facettes, ce qu'il n'arrive pas à faire, parce que même dans une poursuite centrale dans le métro, qui est peut-être une des meilleures séquences du film, mais qui est pourtant relativement paresseux par rapport à ce qu'il aurait pu faire il y a encore 25 ans. Bah ouais, surtout que tu sais qu'il s'est filmé l'action, il a quand même fait Inside Man, qui est un film qui est ultra sympathique. Ouais, la séquence du métro qui est... avec une très belle musique pour le coup, je trouve. Voilà, et puis il y a le Nouvel An portoricain qui se déroule en même temps, donc c'est vrai que c'est la plus belle séquence du film. Mais non, il filme pas New York. Alors, en effet, il se filme lui-même, mais ça raconte quoi de lui? Ça raconte quoi du rêve américain pour la communauté afro-américaine? En fait, faut être un connard. Alors peut-être que ça raconte quelque chose du capitalisme. Bah tu deviens Jay-Z, quoi. Et puis à un moment, il ressemble à Jay-Z, Denzel Washington, avec parce qu'il a les écouteurs de Jay-Z. Enfin, c'est du placement de produits en tous les sens, les enceintes Bose et compagnie, machin. Alors peut-être que c'est un constat sur le capitalisme et sur le rêve américain. Pour un Afro-Américain, faut être vraiment un gros connard. Bon, peut-être pour tout le monde, hein. Faut être un gros connard. Mais c'est le capitalisme, pour réussir, faut être un. Ouais, mais bon, connard. quand même, à la fin du film, Denzel essaie de rester sympathique. Il a quand même le beau rôle au final. Donc en fait, c'est un sombre crétin. Crétin, non, c'est vraiment un connard. Mais en fait, au final, on essaye d'avoir de l'empathie pour lui. Ça marche jamais, bien entendu. Ça marche jamais, pourquoi? Parce que Denzel en fait des surcaisses. Ah ouais, là, alors c'est cool, hein, c'est fascinant de voir Denzel faire des surcaisses, mais putain c'est ridicule. Denzel a quand même 70 ans, dans la scène du métro, il saute par-dessus le métro, il court dans tous les sens, tu grilles la doublure, mais genre à 10 km. Ouais. Bon, bref, donc t'as ça. Qu'est-ce que tu filmes de la communauté? Tu filmes rien. Si, tu filmes des bas-fonds, tu filmes des caves, mais bon, là, on n'est pas chez Zach Cregger, hein, non. Clairement. On n'est pas chez Abel Ferrara non plus, quoi. Non, on est nulle part. Moi, j'ai jamais vu Spike Lee aussi mal filmer New York. Franchement, tout est ridicule. Le générique, l'ouverture du film, le générique du début est d'une laideur incommensurable. Parce avec des plans aériens de la ville. Mais même, et t'as le Brooklyn Bridge, t'as le Manhattan Sud, et c'est tout. Et le reste, t'as l'impression qu'il a eu l'autorisation que pour filmer ce putain de bâtiment Jean Nouvel, là, Front Street, et en fait, qui fait des tours avec son drone. Donc, super le rêve américain. En fait super la représentation de New York, que dalle. Donc là, c'est moche. Et après, il y a cette scène, mais ridicule, putain, dans le métro, entre la rivalité, donc ils doivent aller au Yankee Stadium, entre la rivalité entre les New York Yankees et les Boston Red Sox. Voilà, New York et Boston, ils peuvent pas se blairer en baseball, que ce soit en baseball, en foot américain ou en basket. Moi, je pensais Spike Lee est un chieur au Madison Square Garden. Ouais. C'est tellement un chieur qui invective les joueurs. Donc pour les basketophiles, on se souvient bien entendu du geste célèbre et iconique de Reggie Miller, l'arrière légendaire des Indiana Pacers. Mais
En fait, c'est ridicule. Ils sont tous les fans, en fait, sont tous boursouflés de haine et de colère. Quelle image tu donnes du supporter ultra? Enfin, ultra, on reste quand même aux États-Unis. Oui, hein. Je veux dire, voilà, hein, c'est pas les ultras du Legia Varsovie ou du Partizan de Belgrade ou de Hajduk Split. Mais bref, passons. Mais quelle image tu donnes des ultras, sachant que toi-même t'es fan de sport, tu fais passer les fans pour un connard, sachant que toi-même tu es une icône du monde artistique afro-américain, tu fais passer pour un connard. Mais en fait, soit t'es perdu, soit t'es ultra honnête. Globalement, en fait, je suis un connard qui aime des trucs de connard. Globalement, je sais pas. Tous les personnages sont tous des sales types. Hein. C'est tous ASAP Rocky qui joue le méchant. Allez, le fils peut-être. Le dilemme moral, il est torché, mais littéralement en 3 minutes. Oui. Putain, on se prend la tête, on fait qu'est-ce que tu ferais, Jimmy? Qu'est-ce que tu ferais? Arrête ça. C'est nul. C'est à chier. Avec quand même en plus vraiment le truc qu'Spike Lee, qu'il a toujours eu d'être donneur de leçons et très moralisateur, mais à l'époque où c'était sur des questions importantes. Mais oui, mais là c'est quoi? C'est sur être un connard, la moralité. Enfin, je veux dire, arrête. Quoi. Et de rester un trou du cul et de dire que quand même les jeunes, ils font n'importe quoi, il faut écouter les vieux. Enfin, c'est vraiment un truc de boomer qui donne la leçon à des vieux. Il fait non, mais il faut pas faire ça, il faut pas faire ça. Alors que lui, c'était exactement ce qu'il faisait quand il était jeune, et de vouloir chier dans les brancards et de foutre les vieux à la rue pour montrer que quand même maintenant le patron c'était lui, parce qu'il y avait une nouvelle génération qui allait s'imposer. Et il avait raison. Il avait raison. Là, les discours, les convocations des réseaux, de l'intelligence artificielle, c'est torché en littéralement 5 phrases. Enfin, vous êtes là sur Toc Toc et compagnie avec vos IA. Mon Dieu, mais franchement, c'est pas loin d'être très ridicule. C'est quand même assez réac. C'est réac. Et bon, en plus, pour la petite histoire, c'est con pour lui, mais j'ai vérifié. Hier, il y avait un match entre les New York Yankees et les Boston Red Sox, et c'est Boston qui a gagné. Et voilà, c'est ça la leçon. Le mec est quand même capable, à la finale Lakers-Celtics, il va. Mais c'est vraiment, il se trahit lui-même. Il va sur le banc des Lakers, enfin il va dans la salle des Lakers, derrière le banc de Boston, pour invectiver. Donc, le mec, Boston et Los Angeles, New York et Los Angeles peuvent pas se piffrer, mais il va quand même à Los Angeles tellement il a la haine contre Boston. Ça va pas, putain. Ah là, oui, Spike, ça va pas, il est perdu. Depuis plusieurs films, tourne en rond, se surrecherche dans son propre cinéma, mais il continue à faire malheureusement n'importe quoi et plonger de plus en plus dans les tréfonds de... Et ni Kurosawa ni Ed McMahon ne méritent ça. Ah non, et ni Spike Lee lui-même ne mérite ça. Ni Denzel. Et Denzel était vachement mieux dans le dernier Ridley Scott. Hein. Dans Gladiator 2, au moins, qu'est-ce qu'il était drôle. Voilà. Et on faisait des caisses, mais au moins c'était drôle. Donc voilà, Highest to the West, le nouveau film de Spike Lee dispo sur Apple TV. Matez-le pour vous marrer. Mais le truc, c'est que c'est chiant en plus. Ouais, parce que c'est la première heure, elle est relou. 2h15 et ça avance à un train de sénateur. Ah si, et la séquence, la battle que vous avez entendue en ouverture entre ASAP Rocky et Denzel. En VO, elle passe mieux. Franchement, c'est la deuxième meilleure scène du film, mais c'est franchement ridicule. Oui. On va continuer à parler de vieux géants, mais là quand même un peu plus constant, en se mettant en mettant en jambe avec un petit extrait. Hey, tout ce que je te dis, c'est que je pourrais t'apprendre à danser. J'ai besoin de personne pour apprendre à danser. C'est parce que t'es une chieuse. En gros, tout ce que tu sais dire, c'est « barre-toi, connard, tu fais chier ». T'as tout compris, ouais. Barre-toi, connard, tu fais chier. Ouh, j'hallucine là, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la queue. Et à cause de toi, je me suis fait virer du Crave Club. Dans la vie, on rigole pas tous les jours. Ah ouais, sans blague. C'est à ça que j'ai droit, de la philosophie à la mort moelle-zob, c'est ça? C'est ça, de la philosophie à la mort moelle-zob. T'es trop, toi. Non seulement tu me prends la tête, tu me casses bien les couilles, mais tu me fais chier à max là. Eh ouais, c'est chiant la vie. La vie c'est chiant, on rigole pas. Où tu vas les chercher, sur les t-shirts? En attendant Godard sur Cinéma, et donc c'était un extrait dans sa glorieuse VF de Showgirls. La VF, elle est cool, hein. J'ai jamais vu ça, j'avais jamais entendu en VF. Ah, formidable. Magnifique VF. Donc Showgirls de Paul Verhoeven en 1995. Parce que donc de Paul Verhoeven, il en est question à l'occasion de la sortie aux Forges de Vulcain au début de l'été d'une immense et monumentale biographie parue aux Forges de Vulcain, écrite par Rob Van Shears. Il y a 10 ans, en 2015, nous parlions dans cette émission d'un nouveau Jurassic World et d'un livre de Paul Verhoeven édité aux Forges de Vulcain consacré à Jésus-Christ. Et cette année est sorti un nouveau Jurassic World et aux Forges de Vulcain un nouveau livre consacré à Paul Verhoeven. Le monde, il tourne L'histoire vraiment se répète. Bien. Aïe, 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 ça va.
Et donc, Les Forges de Vulcain traduisent donc, du hollandais cette biographie écrite par Rob Van Sheers, avec qui Paul Verhoeven avait coécrit justement son livre sur le Jésus historique, le Jésus de Nazareth. Et donc, en fait, c'est une biographie qui est parue en 2017 en Hollande, et là, qui est une version augmentée qui inclut le dernier film en date de Paul Verhoeven, donc Benedetta, parce que en Hollande, le film était sorti juste après la sortie de Elle, et c'est un film qui vraiment brasse toute la carrière. J'ai dit un film. Oui, un livre qui brasse toute la carrière donc, de Paul Verhoeven, de sa naissance en Hollande à la fin des années 30, sa vision de la guerre comme enfant par l'armée d'occupation allemande, ses premiers pas dans le cinéma, l'université, les différentes études qu'il a fait, comment est-ce que ça l'a influencé sur son propre travail, sa vision de l'amour, sa vision du couple, sa vision des femmes, et surtout, le plus important, sa vision du cinéma, comment est-ce qu'il travaille, avec qui il a travaillé, parce qu'il y a énormément de témoignages donc, de gens avec qui il a travaillé, que ce soit ses techniciens, ses scénaristes, ses différents comédiens, ses rapports conflictuels avec les comédiens, sa méthode de travail, ses méthodes de travail, parce qu'on sait que Paul Verhoeven est un metteur en scène extrêmement investi, extrêmement furieux sur le plateau. Il y a beaucoup de making-of qui le montrent justement en train de hurler, se rouler par terre, de mimer des scènes et compagnie. Et Paul Verhoeven revient dans tout le livre avec extrêmement de sincérité et de recul sur sa propre carrière, sur sa manière de faire du cinéma, sur la manière dont il envisage, sur ses rapports conflictuels pour le moins avec ses différents producteurs, la vision et la place qu'il avait dans le cinéma en Hollande au début des années 70 quand il a commencé avec Business is Business et puis Turkish Delight, où il était vraiment vu comme un nouveau metteur en scène, mais par contre qui allait un peu influer un sang neuf dans le cinéma en Hollande, mais très vite vu en fait comme un cinéaste beaucoup trop commercial, beaucoup trop grossier, beaucoup trop vulgaire, à l'inverse de certains d'autres metteurs en scène de la même génération qui étaient justement plus arty déjà. Et Paul Verhoeven était vu dès le début en fait comme un metteur en scène beaucoup trop brutal, beaucoup trop violent, beaucoup trop américain dans ses procédés de mise en scène. Alors que même c'est son côté extrêmement arty européen qui avait intéressé les producteurs américains dès le début des années 80, notamment quand George Lucas vient le chercher pour potentiellement réaliser Le Retour du Jedi. Mais après avoir vu Peter, il s'est dit probablement qu'il imaginait que des Jedi allaient baiser dans tous les coins dans le palais de Jabba, donc ça l'a pas vraiment fait. Et donc, et après, sur toutes ces années hollandaises, sur ces crises mystiques, comment est-ce que ça a influé sur son cinéma aussi, sa recherche sur Jésus, et évidemment son arrivée donc, à Hollywood avec la chair et le sang, les énormes problèmes de production, ces prises de bec incessantes avec Rutger Hauer, et comment après ils ne se sont pas parlé, ils n'ont pas retravaillé pendant 25 ans, enfin jusqu'à la mort de Rutger Hauer, et ces films américains évidemment qui sont passionnants. Verhoeven décrypte tout ça en termes techniques, en termes historiques, en termes politiques, en termes économiques. Il le fait extrêmement bien. Le garçon est d'une sincérité affolante. Il est toujours extrêmement drôle parce qu'il a comme un sens de la punchline et de la vérité qui est quand même assez drôle. Et surtout, le livre revient aussi sur tous les projets non réalisés par Paul Verhoeven. Et Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup qui promettaient d'être... Il y a Crusade, il y en a deux notamment, Crusade et Mistress of the Seas, son film de pirate qui promettait d'être monstrueux, son film sur le Christ qu'il n'a toujours pas fait. Et donc il revient tout ça là-dedans. C'est, je sais plus, c'est quasiment 500 pages de bonheur absolument incroyable. Que nenni, 700 pages. 740. Écoutez, ça se lit extrêmement vite, ça se lit tout seul, c'est passionnant. Paul Verhoeven est toujours un des plus grands cinéastes contemporains, des plus grands cinéastes de l'après-guerre, pour moi un de mes cinéastes préférés de tous les temps. Ça se bouffe tout seul, c'est absolument monstrueux et ça fait plaisir de voir des biographies de metteurs en scène qui sont aussi passionnantes à lire. Il y a probablement du bullshit, comme dans toutes les biographies de metteurs en scène, parce que Paul Verhoeven écrit aussi un petit peu sa propre légende, mais c'est absolument passionnant. Donc c'est paru au Forges de Vulcain au début de l'été. Paul Verhoeven par Rob Van Sheers, hautement recommandé, amis cinéphiles. On va passer au coup de cœur. C'est nul, 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 nul. Aucun goût. No taste. Goût de chiotte. Les coups de cœur qu'avant Fleuret. Alors moi, ça va être Jackie, la biographie de Jackie Kennedy par Pablo Larraín avec Nathalie Portman dans le meilleur rôle de sa carrière. Probablement. Ah oui, je pense. Oui. Film bien évidemment sur le pouvoir, film bien évidemment sur le deuil, mais surtout un film très intéressant sur le rapport, j'ai cité John Ford tout à l'heure, sur le rapport entre légende et réalité.
ce qui doit être raconté et ce qui doit être tu, ce qui doit être écrit par un journaliste. C'est JFK qui a été tu là. Oui. Et ce qui relève de la confidence off, ce qui relève en fait de la mise en scène live, j'ai envie de te dire, et de l'image d'archive, et de l'utilisation de l'image d'archive. Un film absolument passionnant. Eh bien, écoutez, ça me la coupe, mon cher. Ah, oui. Mais ça me l'a coupé moi-même parce que j'y pensais pas, et en fait, c'est vraiment super. Accueilli. Ah oui. Moi, d'un tout autre genre, ça sera le premier film de Stéphane Frears en 1971, Gumshoe. Donc, polar avec Albert Finney sur un mec qui a un boulot de merde et qui se rêve en détective privé. Et donc, il va essayer de mener sa propre enquête et de faire sa propre agence. Donc, film passionnant, réflexion sur le polar anglais, sur le polar hardboiled, avec un Albert Finney qui est monstrueux, magnifiquement interprété avec une voix off pour le coup excellemment bien écrite, et Stéphane Frears montrait déjà dès son premier film ses capacités et ses velléités justement de retravail et de questionnement des genres qu'il a toujours fait, notamment dans le cadre du polar, je trouve de manière absolument passionnante et passionnée. Donc Gumshoe. On va s'arrêter là. Merci Margot à la mise en son de cette émission. Merci Carrément Fleuret. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de Max le Fou en compagnie de Melvin Z. Prochaine émission, prochaine édition. Adieu, bonsoir. Salut. In divided